qui bouge, ce qui veut dire que les pionniers, les clients innovateurs sont intéressés par la nouveauté parce qu'elle est nouvelle, mais pas parce qu'elle est bonne. Donc, pour les pragmatiques, le fait que des pionniers, des innovateurs aient acheté votre produit nouveau ne constitue pas une garantie que le produit est bon. Donc, pour pouvoir convaincre des pragmatiques, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir devenir d'abord leader des premiers segments conquis. Et pourquoi ça aura un pouvoir de conviction? C'est parce que si vous êtes devenu leader, c'est que votre offre est meilleure que les autres et que votre entreprise est meilleure que les autres. Donc, en résumé, une start-up n'est pas en miniature ce qu'elle sera en grand dans 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début de sa vie, une entreprise qui démarre a certaines caractéristiques. Elle va ressembler à ça, et puis une fois qu'elle aura franchi le gouffre, elle aura d'autres caractéristiques. Ça sera une autre entreprise. Et puis dans 5 ans, ça sera encore une autre entreprise dont on ne connaît pas les caractéristiques. Et j'attire votre attention sur le fait que lors de toutes ces étapes, il y a différents produits, différents marchés, c'est une équipe différente, il faut des compétences et des modèles d'affaires différents. En d'autres termes, au fur et à mesure que l'entreprise évolue, elle change et ce n'est pas la même entreprise. Donc, si vous commencez à raisonner linéairement en partant de la cible, vous avez toutes les chances de tomber dans le gouffre. Donc, vouloir griller les étapes, c'est comme vouloir être adulte sans passer par l'enfance et l'adolescence. C'est juste pas possible, sauf peut-être à passer par la James Dean School of Management qui consiste à vivre vite et mourir jeune. Donc, vous reconnaissez dans ce schéma qu'il faut d'abord mûrir, d'abord passer par l'enfance et l'adolescence, au cours d'une période d'exploration où l'entreprise se cherche. Elle cherche ses marchés, elle cherche son offre, elle cherche son business model, et ensuite elle pourra passer à l'exploration. Et je vous incite à méditer 2 maximes. La première, c'est que c'est l'argent des clients qui nous fait vivre à terme et pas l'argent des investisseurs. Ça vous paraît peut-être difficile de lever de l'argent auprès des investisseurs, mais dites-vous bien que c'est encore plus difficile de lever de l'argent auprès des clients. Et il faut retenir aussi un principe qui nous est enseigné par Steve Blank, dont je reparlerai tout à l'heure, qui nous dit « Develop the product for the few, not for the many ». Ne soyez pas obsédés par la taille des marchés. Il faut d'abord commencer à développer votre produit pour quelques premiers clients pionniers qui vont vous aider à le développer avant de vouloir faire le produit qui correspond à tout le monde. Donc, il faut d'abord penser petit avant de penser gros. Tiens, si on prend un exemple du modèle de compte d'exploitation qu'on trouve dans les plans d'affaires, regardez, qu'est-ce que vous décodez dans ce petit schéma? D'abord, on se projette à 5 ans et vous voyez que le chiffre d'affaires monte. Les 2 premières années, on ne fait pas de chiffre d'affaires, on fait des pertes. La 3e année, on commence à faire un peu de chiffre d'affaires, puis il monte. Et pour arriver à faire ce chiffre d'affaires, eh bien, il faut acheter des composants, il faut recruter du personnel, investir dans le matériel. Mais cherchez l'erreur pour l'entrepreneur. Eh bien, l'erreur, elle est dans le fait que, vous voyez, c'est un processus descendant. On part de l'objectif, on part du chiffre d'affaires, et en fonction du chiffre d'affaires qu'on espère faire, on va projeter qu'on achète tant de matériel et qu'on achète tant de machines, et on va recruter tant de personnel. Mais si le chiffre d'affaires ne se réalise pas parce qu'on l'a décrété, eh bien tout le plan d'affaires est par terre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la logique causale, où l'objectif détermine les moyens qu'on va mettre en face pour l'atteindre. Mais encore une fois, si l'objectif ne se réalise pas, tous les investissements sont perdus. Alors qu'en logique effectuelle, comme nous l'indique Sarah Sarasvati, la chercheuse dont j'ai parlé tout à l'heure, à tout moment, l'entrepreneur fait le bilan de qui il est, des compétences qu'il a, des ressources qu'il a, et en fonction de ces ressources, il se fixe l'objectif le plus ambitieux possible
qu'il peut atteindre avec les ressources qu'il a. Donc vous voyez, en matière d'entrepreneuriat, par rapport au management stratégique, on marche sur la tête. Là, on part des ressources pour se fixer l'objectif, alors qu'en management stratégique, on part de l'objectif pour déterminer ses ressources. Donc vous voyez, encore une fois, il faut avoir conscience de ce que l'on fait quand on le fait. Le management stratégique marche peut-être pour les GAFA aujourd'hui, mais pas pour la start-up qui se crée. Donc je crois qu'arrivé à ce point-là, nous avions prévu avec Madame Saint-Pierre de repasser la parole aux aimables participants qui nous écoutent pour nous poser les questions que cette partie de l'exposé aurait pu susciter chez eux. Effectivement, quelques questions. Je vous en lance une première. Quels sont les éléments déterminants qu'une entreprise existante depuis plusieurs années doit mettre en place pour rééquilibrer sa position entre l'exploitation et l'exploration? La question ne révèle pas s'il s'agit d'une entreprise existante qui a un projet de développement de côté, mais quelle serait votre réaction sur cette question-là, M. Millier? Alors, là encore, merci pour cette question parce que c'est un très grand classique du monde de l'innovation. Ce très grand classique du monde de l'innovation s'appelle l'ambidextrie. Ambidexterity en anglais. L'ambidextrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de se servir de ses deux mains à la fois, c'est-à-dire être aussi bon en exploitation qu'en exploration. Le seul principe qu'il faut vraiment appliquer à la lettre pour réussir, c'est de ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire, si vous commencez à mettre des principes d'exploitation dans l'exploration, vous ruinez les efforts des explorateurs. Et à l'inverse, si vous mettez des principes d'exploration dans le travail des exploitants, vous ruinez le travail des exploitants. Si je reprends l'analogie avec le pétrole, pour bien vivre du pétrole, il faut être excellent dans le savoir raffiner le pétrole, dans le savoir extraire le pétrole. Mais pour pouvoir explorer de nouveaux puits, il faut être excellent en géologie, excellent en géophysique. Donc, il faut scinder les deux pour pouvoir être excellent dans les deux champs. Alors, la grosse difficulté, c'est comment, à un moment donné, on fait passer le projet qui résulte d'une démarche d'exploration dans la logique de l'exploitation, et c'est là-dessus que toutes les entreprises ont de la difficulté. On n'a pas le temps de développer les quelques principes qui pourraient permettre de réaliser cet exploit, mais il y a un article qui peut aider ceux qui seraient intéressés par cela. C'est un article de Clayton Christensen et Overdorf. Christensen et Overdorf, qui traitent de la manière organisationnelle, si on veut, de traiter ce problème. Merci infiniment, M. Millier. On a peut-être le temps pour une autre question avant de passer au prochain bloc. Quelle métrique, une question un peu générale mais pertinente, quelle métrique pouvons-nous mettre en place pour mesurer nos efforts d'innovation dans un contexte d'incertitude? M. Millier. Alors, décidément, vos participants sont vraiment très pertinents et au fait de l'innovation, parce que c'est aussi un des grands enjeux, un des grands défis. Un des pièges consiste à utiliser des métriques trop simples, comme par exemple le chiffre d'affaires réalisé avec des produits qui ont moins d'1 an ou des produits qui ont moins de 3 ans, ou le nombre de brevets qui ont été déposés l'année dernière ou depuis 3 ans. Pourquoi est-ce que c'est piégeux? Parce que ça ne considère qu'un aspect de l'innovation, c'est-à-dire l'output, le résultat. En réalité, si on veut vraiment pouvoir mettre en place une métrique complète, il faut raisonner dans 3 grandes dimensions. Les outputs, c'est ce dont on vient de parler, c'est qu'est-ce qui sort de l'entreprise en termes d'innovation et quel résultat est-ce qu'on peut estimer, on peut espérer sur le chiffre d'affaires et la croissance.
Mais il y a également une notion d'input. Il faut raisonner en termes d'input. C'est combien de personnes travaillent sur le processus d'innovation pour arriver à ce résultat. Car on peut avoir des entreprises qui sont excessivement performantes si elles ont des très bons résultats avec très peu de monde. Donc, quels inputs en termes humains, quels inputs en termes financiers, quels inputs en termes de matériel, de laboratoire on a et qu'on mobilise pour innover. Et puis, il y a également ce qu'on pourrait appeler le throughput. Le throughput, c'est comment je rends efficient mon processus, car en effet, si je mets 10 ans pour gérer un projet d'innovation, eh bien, je suis moins performant que si je mets 3 ans ou si je mets 1 an, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'évidemment, si on est dans un projet de biotech, 10 ans, c'est déjà une performance, mais si on est dans un projet d'amélioration de house appliances, 1 an, c'est déjà trop. Donc, vous voyez, il faut raisonner, il faut trouver des métriques en termes d'input, en termes d'output et en termes de throughput sur la productivité du processus d'innovation si on veut vraiment être complet. Merci infiniment, M. Millier. Donc, avant de passer au prochain bloc sur le danger des études de marché, je veux juste vous confirmer que la plupart de nos entreprises répondent qu'elles opèrent en mode d'exploitation. Et donc, je vous passe la parole pour le bloc suivant. Merci à la régie pour me redonner la main sur les slides. Donc, effectivement, nous allons aborder maintenant un point un peu crucial qui est le danger des études de marché. Alors, là aussi, on marche sur la tête, car vous avez tous entendu que avant de lancer une innovation, il faut faire une étude de marché. Vous n'avez pas un conseiller, vous n'avez pas un financier qui va vous prêter de l'argent si vous n'avez pas fait une étude de marché. Eh bien, en quoi est-ce que faire une étude de marché peut être préjudiciable à l'innovation? Encore un nouveau paradoxe de l'innovation qui est en fait toujours lié à cette fameuse notion d'incertitude. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi il est dangereux de faire une étude de marché, il faut revenir à la définition de l'étude de marché. Qu'est-ce que c'est au sens strict faire une étude de marché? Eh bien, faire une étude de marché, c'est collecter des bribes d'informations de gauche et de droite, de haut et de bas, pour essayer de se faire une représentation de son marché. Alors, si on prend un exemple un peu trivial, qui est celui du téléphone mobile, eh bien, je vous parie que si vous faites 4 clics sur Internet, vous allez très vite arriver à la conclusion qu'il s'est vendu l'année dernière 1,6 milliard d'appareils dans le monde. Donc, vous voyez, en 4 clics sur Internet, vous aurez déterminé les contours de votre marché. Vous refaites 4 clics sur Internet et je vous parie que vous allez trouver combien ils se vendent de téléphones portables en Amérique du Nord, combien il s'en vend en Chine, combien il s'en vend en Europe, combien il s'en vend dans le reste du monde. En 4 clics additionnels sur Internet, vous aurez eu la structure de votre marché. Donc, vous avez le contour et les découpages de votre marché. 4 clics sur Internet. Mais j'attire votre attention sur un point. Est-ce que vous savez à quand remonte le premier appel téléphonique qui a été donné depuis un téléphone portable? Alors, la plupart des jeunes générations pensent que ça remonte aux années 90, mais en réalité, regardez, le premier appel téléphonique à partir d'un téléphone mobile a été donné par Martin Cooper, président de Motorola, en avril 1973. Si je compte bien, ça fait environ 47 ans. Donc, ça veut dire que cette étude de marché qui révèle que le marché est aujourd'hui de 1,6 milliard d'appareils
est le résultat d'un processus qui nous vient du passé. Ce marché a mis 47 ans à se construire. Le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui et qu'on se le représente a mis 47 ans à se construire. Et non seulement c'est le reflet du passé, mais il y a toujours le risque, quand on fait une étude de marché, de savoir ce que l'on observe. Regardez à titre indicatif Bell. Bell est celui à qui on attribue en général l'invention du téléphone. Bien, si Bell avait dû faire une étude de marché à l'époque où il a inventé son appareil, il n'aurait sûrement pas étudié le marché du téléphone, car dans son esprit, il avait inventé un appareil d'amplification du son pour permettre aux sourds et aux malentendants d'écouter l'opéra, parce que sa femme et sa mère étaient sourdes. Donc vous voyez, Bell travaillait dans un monde de sourds, et sa motivation pour inventer l'appareil qui a donné naissance au téléphone était de permettre aux sourds et aux malentendants de mieux entendre. Donc, en d'autres termes, il n'y avait pas le marché du téléphone dans l'esprit de Graham Bell quand il a inventé l'appareil qui servait à faire entendre les sourds. Donc, vous voyez, déjà, dans l'hypothèse que l'on fait ou dans le cahier des charges qu'on va donner à celui qui réalise l'étude marketing, il risque d'y avoir un biais, c'est-à-dire on risque d'être aveugle à la réalité de son marché. Donc, si on raisonne bien sur le fait que l'étude de marché est le résultat d'un processus passé, qu'est-ce que l'innovation a à faire du passé? Le passé, c'est passé. L'innovation, elle se préoccupe de quoi? Elle se préoccupe du futur. Donc, pour faire un bon travail, l'entrepreneur innovateur doit prendre en compte l'innovation qu'il a l'intention de mettre sur le marché et d'estimer en quoi son innovation va bouleverser le marché pour pouvoir prendre les positions avant les autres en étant éveillé avant les autres au bouleversement induit par son innovation. Donc voilà ce que serait un bon travail d'exploration. C'est envisager l'impact de notre innovation sur le marché pour être éveillé avant les autres au bouleversement provoqué par l'innovation. Et donc, si on poursuit notre raisonnement, faire une étude de marché, c'est le meilleur moyen pour conduire dans le rétroviseur. Vous voyez, c'est conduire au rétroviseur. On regarde derrière pour conduire. Alors, peut-être que si vous conduisez un train ou un paquebot, à la rigueur, vous pouvez regarder dans le rétroviseur pour conduire. Mais si vous pilotez une voiture en ville ou sur une petite route sinueuse et encombrée, je prévois le pire pour ceux qui conduisent en regardant le rétroviseur. Et les tenants de cette démarche nous disent même que, habitués à regarder derrière, les entreprises ont souvent un rétroviseur qui tient tout le pare-brise, c'est-à-dire on voit même plus ce qu'il y a devant, on ne voit plus que ce qu'il y a derrière. Donc pour dire les choses autrement, faire une étude de marché, c'est regarder derrière soi et c'est le meilleur moyen pour attaquer les marchés d'hier avec les armes de la dernière guerre. Alors que veut dire cette phrase? Elle veut dire que si vous essayez d'imiter Nokia, pour ça, en imitant ce qui a permis à Nokia de devenir leader du monde des téléphones portables à une époque, eh bien, vous faites ce que Nokia faisait hier dans le monde d'hier. Mais vous ne vous préparez pas au monde de demain. Voilà ce à quoi vous destine une étude de marché. Donc, et d'ailleurs, toutes les études de marché disent la même chose. Quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils ne savent pas quoi dire. Ils peuvent à la rigueur s'exprimer sur ce qui leur est familier. En effet, si je vous demande aujourd'hui de quel type d'ordinateur portable vous auriez besoin demain, quel serait l'ordinateur portable de vos rêves? Quand je pose cette question, la réponse est immanquablement je souhaiterais un ordinateur qui soit plus léger, qui soit plus portable, qui soit plus nomade, qui soit plus rapide, qui soit
plus connectés. Mais pourquoi est-ce que les gens sont capables de dire ça? Parce que l'ordinateur portable est familier et ils ont appris à en connaître les qualités et les défauts et ils se projettent demain dans un produit amélioré par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc ils peuvent s'exprimer sur ce qui leur est familier. Si l'on écoute Henry Ford, il nous disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient voulu des chevaux plus rapides. Donc, il voulait dire en cela que ce n'est pas en demandant aux clients ce qu'ils veulent qu'on peut avoir l'idée des produits de demain. Ce n'est pas en demandant aux utilisateurs de laptop ce qu'ils veulent demain qu'on va avoir l'idée de faire des tablettes. À l'inverse, quand on propose une innovation de rupture aux consommateurs ou à des clients en général, ils la rejettent toujours. Ça va vous paraître très bizarre, mais ça c'est fondé non seulement sur mon expérience, mais sur l'expérience d'une multitude d'autres auteurs. La première réponse qui vient à la bouche des clients à qui on propose une innovation de rupture, c'est « Pourquoi on a toujours fait comme ça avant ?» Ça paraît totalement aberrant. Mais la première réponse qui leur vient, c'est « on a toujours fait comme ça ». C'est toujours Atomkraft, Nein Danke, Genfood, Nein Danke, c'est toujours Nein Danke. Et si vous voulez un très bon exemple pour illustrer, qui est une histoire vraie, la première étude qui a été faite sur le téléphone portable pour tenter de savoir si les clients seraient intéressés par un téléphone portable, a consisté à leur demander « Auriez-vous besoin d'un téléphone portable ?» Eh bien, vous imaginez quelle a été la réponse, c'est un téléphone portable. Pourquoi? Il y a des cabines partout. Et c'est vrai qu'à l'époque où le téléphone portable est apparu, il y avait des cabines téléphoniques environ tous les 200 mètres le long des trottoirs en ville. Et je me rappelle que les dernières cabines téléphoniques ont disparu, pour reprendre un exemple qui m'est familier, de l'école où je travaille, elles ont disparu autour des années 2005. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en 2005, il y avait encore des gens qui téléphonaient dans les cabines. Donc, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils refusent toujours l'innovation. Alors, et le risque ultime avec les études de marché est, alors là, je demande votre attention parce qu'on est vraiment en train de rentrer dans un piège dans lequel tombent 90% des innovateurs. Ce risque ultime, c'est ce que l'on appelle le mythe du gros marché. Alors, le mythe du gros marché, si vous deviez le visualiser, vous voyez, vous pourriez vous représenter le Coca-Cola, cette boisson qui est devenue un marché gigantesque vendu dans le monde entier et qui dure depuis 100 ans, 120 ans maintenant. C'est la Volkswagen Beetle, c'est les courbes qui montent. Voilà, les managers, en particulier les managers de l'exploitation, adorent les courbes qui montent, adorent les gros marchés. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque, le mythe du gros marché? Alors, pour vous permettre de bien comprendre ce qu'est le mythe du gros marché, je vais vous prendre l'exemple d'un projet d'innovation qui s'appelle la laine de verre ultra fine, et j'en ai amené avec moi. Si vous vous représentez la laine de verre ultra fine, vous voyez, ça ressemble à du coton. C'est doux, c'est blanc, c'est soyeux, c'est comme du coton, et c'est de la laine de verre pourtant. Or, pour ceux qui ont déjà bricolé dans leur maison, la laine de verre, vous savez ce que c'est? C'est ces gros rouleaux de matériaux jaunes qui avaient la caractéristique de gratter les doigts quand on les posait. Alors pourquoi autrefois la laine de verre grattait les doigts? C'est parce que le diamètre de la fibre était important, ça rentrait, elle était suffisamment rigide pour rentrer sous la peau et ça irritait. Donc, des industriels ont pensé faire une laine de verre ultra fine qui ressemble à celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire du coton. Et à quoi ça sert? Quand on a inventé ça, on se demande à quoi ça sert et on se dit, tiens, il doit y avoir des applications dans l'isolation thermique, la rétention de liquide, parce que ça retient mieux le liquide que le coton.
On peut en faire du buvard ou des filtres. On peut aussi en faire des boules qui pour se les mettre dans les oreilles et faire de l'isolation phonique. Et donc, l'entreprise m'a chargé de superviser une étude marketing pour découvrir à quoi on pourrait utiliser cette laine de verre ultra fine. Et voilà ce qu'on a trouvé. La première année, on a trouvé une multitude d'applications dans les différents secteurs sur lesquels l'entreprise nous avait dirigés. Et la deuxième année, l'entreprise nous a demandé de rediligenter une étude marketing dans certains des domaines identifiés la première année. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que dans chacun des secteurs qu'on approfondissait, il y avait encore une multitude de segments de marché. Et donc, vous voyez, le marché, il est un peu fractal. Tout projet qui a un petit peu de potentiel de performance, de potentiel d'application, est un projet qui a un peu tendance à pousser comme un chou-fleur, c'est-à-dire que plus on va dans le détail et plus on lui trouve des applications. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le foisonnement ou la prolifération des projets qui reposent sur des principes techniques qui recèlent du potentiel. On peut trouver une multitude d'applications ou de segments de marché. Et alors, eh bien, cette situation peut générer de la part des entrepreneurs soit de l'enthousiasme qui dit « Waouh, le marché du siècle !» Avec un marché aussi gigantesque, il est sûr qu'on va se faire des millions de dollars. Mais également, cette représentation, ce foisonnement peut entraîner chez l'entrepreneur innovateur du désarroi. Le désarroi, c'est « Oh là là, mais il y a tellement de pistes à suivre. Quelle piste vais-je suivre? Sur quels critères est-ce que je vais décider ?» Et donc, l'enthousiasme et le désarroi provoquent une sorte de biais chez les entrepreneurs innovants qui s'en tirent par une pirouette et qui se réfugient dans une expression de leur marché qui est faussée. Et bien, je vais vous donner un indice pour repérer quand est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes en train de tomber dans le piège du gros marché. C'est lorsque vous vous entendez dire, ou lorsque vous entendez un collaborateur, un collègue ou un entrepreneur dire « mon marché c'est ». Et à partir du moment où il dit « mon marché c'est », et qu'il utilise un mot unique, comme par exemple, pour poursuivre l'exemple de la fibre de verre, « mon marché c'est le marché du coton ». On l'a vu, c'est meilleur que le coton parce que ça retient mieux le liquide. Donc on va dire « mon marché c'est le marché du coton ». Ou alors « mon marché c'est le marché de la laine de verre ». Puisque après tout, ça isole aussi bien que la laine de verre, donc mon marché c'est le marché de la laine de verre. Mais de manière alternative, l'entrepreneur un peu désorienté va pouvoir dire « mon marché, c'est le marché de la rétention de liquide ». Ou alors, c'est le marché de l'isolation thermique. Eh bien, si vous vous entendez utiliser une expression unique comme cela pour décrire votre marché, c'est que vous êtes en train de tomber dans le piège dit du mythe du gros marché. Et pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que encore une fois, vous vous êtes mis dans la tête que le marché est homogène parce que vous avez utilisé un mot unique pour le décrire. Oui, en effet, si vous dites « mon marché, c'est le marché du coton », vous mettez dans votre tête l'idée que le marché est homogène puisque vous pouvez le décrire avec un mot unique. Mais croyez mon expérience de l'encadrement de plusieurs dizaines et dizaines d'études marketing, je n'ai jamais vu un marché homogène. Tous les marchés recèlent de l'hétérogénéité et justement c'est de cette hétérogénéité qu'on va profiter pour s'introduire sur le marché et pour s'y développer. Donc voilà, en utilisant un mot unique, première erreur, on met dans son esprit l'idée que le marché est aussi homogène que ce mot unique qu'on utilise pour le décrire. Deuxième piège, c'est que vous vous trompez de cible. Si vous regardez la partie gauche du schéma, le coton, la laine de verre ordinaire, que sont ces mots? Ce sont des produits. Plus exactement,
des produits concurrents de la laine de verre ultra fine. Ce sont les produits qui sont déjà en place sur le marché. Donc, en quoi vous vous trompez de cible? Eh bien, c'est que vous regardez le marché de l'offre et pas le marché de la demande. Où sont les clients dans ce raisonnement? Quand on parle du coton ou de la laine de verre, on ne parle pas des problèmes des clients. Le client a disparu du périscope. Et sur la partie droite du tableau, qu'est-ce qu'on voit? La rétention de liquide, l'isolation thermique. Que sont ces termes? Que signifient-ils? Eh bien, ce sont les fonctions principales que le produit apporte pour venir résoudre les problèmes des clients et lutter contre la concurrence. Donc, vous ne décrivez pas le marché, mais vous décrivez votre produit. Donc, vous regardez le nombril pour décrire le marché, vous êtes centré sur vous-même et sur votre produit, et encore une fois, le client a disparu du périscope. Le client a disparu de vos préoccupations. J'ai tout entendu en cette matière. Je me rappelle d'un industriel qui avait développé un capteur solaire à concentration qui permettait de chauffer de l'eau à 250 degrés. Et quand je lui ai demandé quel était le marché de cet appareil, il m'a dit, surpris, mais c'est le marché du chauffage de l'eau à 250 degrés. Oui, 80%, 90% des innovateurs tombent dans ce piège. Alors, pour bien vous montrer le piège et sa perfidie, eh bien, on va prendre un exemple, donc un exemple réel que j'ai eu l'occasion de vivre. C'est un produit que nous allons appeler ruban de fonte amorphe. Alors, pour faire ça, vous voyez, ce sont des paillettes métalliques qui ont une longueur d'environ 2 cm, une largeur d'environ 2 mm, une épaisseur d'environ 2 dixièmes de millimètre. Il y a des petites bavures sur les côtés et ce produit est très solide. De sorte que toutes ces caractéristiques font qu'on pourrait l'utiliser pour renforcer les bétons. Il est très solide, il y a des bavures sur les côtés qui permettent une bonne accroche dans le béton. Donc fabuleux, on utilise ces paillettes pour renforcer le béton au moment où on prépare le béton. C'est-à-dire on jette une poignée de fibres métalliques dans la bétonneuse au moment où on malaxe le béton. Et on a renforcé le béton au moment de la préparation. Et alternativement, on pourrait dire, mon marché, c'est le marché du renforcement des bétons, du rond à béton, parce que le produit qu'on vient concurrencer dans le renforcement des bétons, c'est le rond à béton. Et si vous ne visualisez pas bien ce que c'est que le rond à béton, ce sont ces grandes barres métalliques qu'on voit sur les chantiers. Et pourquoi est-ce qu'on peut prétendre que mon marché, c'est le marché du renforcement des bétons ou du rond à béton? Parce que ce produit est magique. Ce produit est magique car il permet de supprimer tous les inconvénients du rond à béton. Et quels sont les inconvénients du rond à béton? Eh bien, ce sont de grandes barres qui sont difficiles à transporter. Il faut un camion spécial. Elles sont dangereuses à transporter sur les chantiers parce qu'il y a le risque de blesser un collaborateur sur le chantier. Il est fastidieux d'implanter les barres métalliques exactement là où le bureau d'études a dit qu'il fallait les placer. Il faut les couper à la bonne longueur, il faut les associer les unes aux autres avec de la soudure ou du fil de fer. Ça rouille dans le béton, enfin ça a tous les inconvénients. Alors que cette fibre, elle est magique. Non seulement elle renforce encore mieux que le rond à béton, mais elle évite tous les ennuis du rond à béton que je viens de vous citer, car il suffit d'en jeter une poignée dans la bétonneuse au moment où on prépare le béton, et en une seule opération rapide et facile, on a renforcé le béton au moment de sa préparation. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couler le béton entre les planches qu'on appelle, je ne sais plus comment, pour pouvoir faire des murs et des maisons. Des coffrages, voilà, je vous prie de m'excuser pour ce retard à l'allumage. Et on coule le béton entre les planches qu'on appelle le coffrage pour faire les murs. Et à partir de là, 4 clics sur Internet.
4 clics sur Internet, la technologie du 21e siècle va nous permettre de déterminer notre marché, déterminer la taille de notre marché. 4 clics sur Internet, on va voir les fabricants de ciment et on va voir quelle quantité de ciment ils produisent à eux tous. Et ils font 1500 millions de tonnes de ciment par an. Je sais qu'il faut 3% de fibres pour renforcer le béton qui utilise tout ce ciment. Donc 1500 par 3%, ça fait 45 millions de tonnes. Le marché potentiel de ma fibre est de 45 millions de tonnes. Waouh, comment allons-nous fabriquer tout ça? Mais non, on ne va pas prendre tout le marché. Donc on va prendre une part de marché raisonnable. Et raisonnable, c'est 10%. Alors, pourquoi 10%? Mais dans tous les plans d'affaires que je lis, c'est toujours 10%. Car si on avait dit 1%, on serait passé pour quelqu'un qui manque d'ambition, qui manque d'envergure. Si on avait dit 80%, on serait passé pour un rêveur. Non, on ne va pas pouvoir prendre 80% du marché. Donc, entre les deux, il y a un chiffre ni trop petit ni trop grand, raisonnable, c'est 10%. Et 10%, ça fait quand même 4,5 millions de tonnes. Comment allons-nous fabriquer tout ça? Les dollars commencent à clignoter dans les yeux du manager de l'exploitation. 4 clics sur Internet complémentaires, on va voir les fabricants de ronds à béton qui, à eux tous, fabriquent 30 millions de tonnes de ronds à béton. Nos essais en laboratoire ont prouvé qu'il fallait 150% de fibres par rapport aux ronds à béton. Donc, je multiplie 30 millions par 150%, ce qui fait 45 millions de tonnes. Vous voyez, les chiffres convergent. Il faut 45 millions de tonnes pour remplacer 30 millions de tonnes de ronds à béton. Les chiffres convergent, je l'avais bien dit, le marché de la fibre est de 45 millions de tonnes. Je vais prendre une part de marché raisonnable du marché des ronds à béton, 10%, 4,5 millions de tonnes. Waouh, un marché énorme. Comment allons-nous fabriquer tout ça? Les dollars clignotent dans les yeux du manager de l'innovation. Mais attention, on est arrivé à ce résultat sur la base d'une hypothèse infondée, car validée par aucun test terrain, et cette hypothèse c'est « ma fibre est géniale et meilleure que le rond à béton car elle résout tous les problèmes qu'il pose. Donc, tous les clients vont adopter mon produit et je vais laminer la concurrence. » Mais qu'est-ce que nous aurions vu si nous avions fait un test terrain? Nous aurions vu cela. Donc, pour faire un test terrain, vous prenez les pages jaunes de l'annuaire, les Yellow Pages, et vous piquez le nom d'un maçon, car les maçons sont les entrepreneurs qui renforcent le béton. Donc, vous choisissez un maçon qui exerce son métier dans le village à côté de là où vous habitez, et vous allez le voir et vous lui dites « Bonjour, monsieur le maçon, nous avons inventé un produit génial qui permet de renforcer le béton et qui résout tous les problèmes du rond à béton. » Vous vous doutez que le maçon va pas sauter dessus. Parce que pour le maçon habitué à travailler avec ses habitudes, l'innovation est toujours quelque chose de trop beau pour être vrai. Il me dit oui, c'est encore un truc que vous me vendez là, mais je sais que ça va m'attirer des ennuis. Mais enfin, bon, écoutez, vous avez l'air sympathique, vous êtes mon voisin, laissez-moi un sac et un jour je ferai un essai. Donc un jour que vous êtes parti, vous lui avez laissé un sac, le maçon fait un essai, mais vous vous rappelez des caractéristiques de cette fibre, 0,2 de millimètre d'épaisseur, des bavures sur les côtés, elle est coupante comme une lame de rasoir. Et donc, dès que le maçon prend une poignée de fibres dans le sac, comme vous lui avez dit, il se coupe les doigts. Tout de suite, il aime le produit. Mais c'est pas tout. Une fois qu'il a mis la fibre dans sa bétonneuse, eh bien, voilà que cette fibre s'agglutine. Elle fait des boules, elle fait des oursins, elle fait des pelotes qui s'agglutinent autour des pales de la bétonneuse. Et voilà qu'en s'agglutinant autour, la surface pour malaxer le béton est trop forte et on vient casser les pales de la bétonneuse. Voilà, maintenant que vous lui avez coupé les doigts, vous lui avez cassé son outil de travail, le maçon commence non seulement à aimer le produit, mais il commence à vous aimer vous. Et c'est pas tout.
quand le maçon a coulé son béton entre les planches, le coffrage, et qu'il retire le coffrage une fois que le béton est sec, comme la fibre est bien répartie partout dans le mélange, y compris à la surface, lorsqu'il retire le coffrage, voilà que les fibres ressortent et hérissent le mur de poils coupants, ce qui fait un défaut d'aspect pour lequel le client du maçon ne veut pas le payer. Donc en résumé, en croyant résoudre tous les problèmes du rond à béton, vous avez généré une dizaine d'autres problèmes, je vous en ai cité que 3, mais il y en avait au moins une dizaine, que le maçon a vu tout de suite. Et donc, on a coutume de dire, un plan d'affaires ne résiste pas à une visite client. Car en effet, dans le cas précis, l'ingénieur qui avait développé la fibre, il était ingénieur et docteur en métallurgie, et il avait fait tous ses essais en laboratoire, dans des conditions de laboratoire, mais les conditions de laboratoire ne sont pas les conditions dans lesquelles exerce le maçon de quartier. Et ce sont ces conditions d'application qui font que pour le maçon de quartier, cette fibre, elle a beau être magique, elle a beau être un alliage unique d'acier et de carbone, elle ne lui est d'aucun intérêt, elle ne lui apporte aucun bénéfice, mais que des ennuis. Donc, en résumé, 4 clics sur Internet masqueront toujours 2 choses. 4 clics sur Internet sont toujours suffisamment bienveillants pour nous donner des chiffres, mais ces chiffres masqueront toujours 2 choses. La première, c'est que 90% des maçons sont entièrement satisfaits du rond à béton. Le rond à béton ne leur coupe pas les doigts, ne casse pas leur bétonneuse, ne fait pas des murs poilus, ils en sont entièrement satisfaits. Et 4 clics sur Internet masqueront toujours une deuxième chose qui est « mais qui sont ? Mais où sont les 10% de clients qui restent ?» Car en effet, ces 10%, à supposer qu'on atteigne 10% de part de marché, vous voyez qu'on ne sait pas qui c'est. Donc quand on décrète « je vais prendre 10% de part de marché », regardez ce que vous faites. Vous décrétez que vous allez prendre 10%, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous contenter de prier pour que 10% des clients entendent parler de votre produit et viennent l'acheter. Mais c'est une illusion, une illusion. Donc, en fait, il faut aller au-devant des clients pour les trouver, pour les identifier. Et donc, 4 clics sur Internet masqueront toujours que les clients qui peuvent être intéressés par notre produit sont, par exemple, des gens qui renforcent les falaises, des gens qui renforcent les égouts, ou des gens qui renforcent les murs de prison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est le point commun entre tous ces clients qui peuvent être intéressés par le produit? Eh bien, écoutez bien la phrase. Tous ces clients qui sont intéressés par la fibre amorphe sont des clients qui sont à la recherche d'une solution unique à un problème technique aigu qui les embête depuis longtemps, auquel ils n'ont jamais trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Ils ont essayé tous les produits et rien ne marche. Donc, écoutez bien, ils sont à la recherche à tout prix d'une solution à un problème technique aigu qui les embête depuis longtemps. Et quand ils voient le produit, ils disent « Waouh, mais c'est ça qu'il me faut !» Le problème est que ces clients-là, qui représentent le cœur de notre segmentation, eh bien, on ne les trouve pas sous les sabots d'un caribou. Ce genre de problème ne peut pas se trouver sur Internet. Il faut aller sur le terrain pour interviewer, pour observer, pour écouter les clients, car en effet, personne ne peut deviner a priori que ce sont ces clients-là, ceux qui renforcent des falaises, ceux qui renforcent des égouts, ou ceux qui font des murs de prison qui seront intéressés par notre produit. Alors, je vous donne juste un exemple
du problème technique aigu qui embête depuis longtemps les fabricants de murs de prison. Mais personne n'est capable d'imaginer ça. Le problème, c'est que dans les prisons, les prisonniers grattent les murs, alors pas pour s'évader, mais pour arracher le rond à béton qui renforce le mur, de manière à pouvoir se faire une arme blanche du rond à béton qui est à l'intérieur. Donc, si on arrive à renforcer le mur sans rond à béton, plus de rond à béton, plus de risque de voir les prisonniers faire des armes blanches pour attaquer le médecin, le psychologue, ou le gardien, ou celui qui amène à manger. Donc, vous voyez, là, il y avait une souffrance, il y avait ce qu'on appelle une pain. Et ils avaient cherché en vain des solutions, ils n'avaient rien trouvé. Voilà, c'est un exemple où là, on a un client qui recherche vraiment une solution à un problème qu'il a identifié. Et en quelque sorte, la fibre, c'est le sauveur pour ce client. Donc, pour arriver à faire ça, eh bien, il faut chausser le chapeau de l'explorateur, aller sur le terrain pour rencontrer de vrais clients, les discuter avec eux pour essayer d'identifier qui, parmi l'ensemble des clients possibles, pourrait dire waouh à mon produit. Et pour cela, on pratique ce que l'on appelle la boule de neige. La boule de neige, c'est le schéma qui est en bas. C'est un réflexe qu'il faut avoir. C'est à chaque fois que vous rencontrez un éventuel futur client parce que vous pensez qu'il est intéressé. À la fin de l'entretien, à la fin de la collaboration, à la fin de la discussion, vous leur posez la question. Compte tenu de ce qu'on vient de voir maintenant, compte tenu des problèmes que vous avez, et indépendamment du fait que mon produit pourrait être une solution pour vous, qui d'autre que vous pourrait être intéressé par mon produit? À votre avis, qui d'autre que vous pourrait être intéressé? Si vous étiez à ma place, qui d'autre iriez-vous voir pour proposer mon produit? Et en procédant ainsi, vous voyez, on s'appuie sur l'expertise des premiers clients que l'on a rencontrés, qui vont nous renvoyer vers des clients, vers des acteurs qu'ils connaissent, parce que eux sont des acteurs du monde du bâtiment, de la construction, et que n'importe quel maçon de quartier est plus expert de la construction qu'un ingénieur et qu'un docteur en métallurgie qui a développé la fibre. Donc vous voyez, c'est en s'appuyant sur la créativité des clients, stimulés par la découverte de ce produit, qu'on va découvrir les vrais clients pour notre produit. Donc, si on ne peut pas se fier aux études de marché, eh bien, la bonne manière de faire, c'est de chausser le chapeau de l'explorateur, faire une étude marketing exploratoire pour décrire et comprendre le marché avec ses propres lunettes grâce à la segmentation. Alors, il est 18 h, donc je propose peut-être à Madame Saint-Pierre, s'il y a des questions, de passer la parole au public. Et puis, on continuera avec les spécificités de la segmentation pour les startups innovantes. Merci, M. Millier. Donc, un outil qui est bien utilisé ici, c'est le Business Model Canvas. Alors, on a un jeune étudiant en entrepreneurship de l'Université de Sherbrooke qui nous demande comment le Business Model Canvas peut agir en substitution ou en complémentarité aux études de marché. Monsieur Millier? Alors là, la réponse n'est pas très complexe. Hein. Si vous regardez à l'intérieur des 9 blocs du Business Model Canvas, il y a 2 blocs. Il y a un bloc qui concerne les clients, qui sont les clients, c'est-à-dire les segments. Il y a un bloc qui concerne la Value Proposition. Il y a l'articulation entre les études de marché et le Business Model Canvas. Il est là. Il est entre décrire les clients, c'est-à-dire décrire les types de clients qui peuvent être intéressés par notre produit, et la proposition de valeur qu'on va faire à ces clients pour les satisfaire. Donc, ce sont les ingrédients que l'étude marketing exploratoire apporte dans la construction du Business Model Canvas. Encore une fois, le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est remplir ces 2 blocs du Business Model Canvas uniquement avec de l'information récupérée sur Internet.
parce que j'attire votre attention sur un point, c'est que l'information qu'on peut récupérer sur Internet, tout le monde peut l'avoir. C'est-à-dire que tout le monde a la même information. Or, si vous voulez faire quelque chose de radicalement innovant, ben, il faut avoir une information que vous êtes seul à posséder. Et cette information que vous êtes seul à posséder, eh bien, vous allez la récolter directement sur le terrain au cours d'entretiens en face à face avec des clients ou mieux encore, au cours de collaboration avec les clients. Donc, c'est le terrain qui vous apporte l'information pertinente qui vous permet de compléter ces deux blocs du business model Canvas. Merci, M. Millier. Donc, j'ai d'autres questions, mais une bonne partie de ce contenu-là va être vu cet après-midi, donc je vais les garder en réserve. Je voudrais attirer votre attention sur un tirage qu'on va effectuer la dernière journée de la conférence, en l'occurrence vendredi, alors qu'on verra des études de cas réels. On va faire tirer lors de la dernière journée 6 copies par territoire, donc 6 copies pour le Canada, 6 copies pour la France et 6 copies pour l'Arizona d'ouvrages que vous avez écrits. Pour la France et le Canada, il s'agit de l'étude des marchés qui n'existe pas encore, publiée chez Erol en 2016. And for the United States, we'll be drawing 6 copies of your book published in 1999 with Wiley, titled Marketing the Unknown, Developing Marketing Strategies for Technical Innovations. Alors, tranquillement, lors de la pause approche, je rappelle à tous les participants que la section exposants demeure ouverte pendant la pause. J'aimerais citer les exposants de l'écosystème canadien. Chaque jour, on va prendre le temps à la pause de mi-séance, dans le fond, de mettre en relief les écosystèmes de chacun des territoires. Donc, aujourd'hui, on va parler de Sherbrooke. Alors, j'aimerais souligner la contribution des commanditaires canadiens, en l'occurrence Robic, l'Université de Sherbrooke, BDG Stratéis, UReach, I-Asset, Ton Équipier, Asset, Benoît et Côté, Préférence Estrie, Aligo Innovation, Banque de développement du Canada, Carrefour Québec International, CAE Capital, Terrien Couture Jolicoeur Avocat, Elisabeth Brière, députée de Sherbrooke, Laverie Avocat. Donc, au retour de la pause, on aura la présentation de l'écosystème sherbrookois par Mme Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopol. Alors, bonne pause à tous. À plus tard. Merci.